Bonjour tout le monde. Dans cette séance, nous allons traiter la deuxième partie du chapitre Firewalling et NAT sous Linux. Je rappelle que le firewall sous Linux, nous avons trois tables. La table filter, la table NAT et la table mangle. Aujourd'hui, nous allons traiter les deux tables les plus importantes, les plus utilisées, c'est la table filtre et la table NAT. Je rappelle aussi que dans la table filtre, nous avons trois chaînes de règles, la chaîne output, la chaîne output et la chaîne forward. Et dans la table NAT, nous avons aussi trois chaînes de règles qui sont la chaîne pre-routine, la chaîne post-routine et la chaîne output. Dans le chapitre précédent, nous avons décrit l'enchaînement des différentes chaînes, des différentes tables. Maintenant, nous allons voir comment, avec iptables, ajouter des règles dans chacune des chaînes, dans chacune des tables, c'est-à-dire l'emploi de la table filtre. Pour employer la syntaxe de la table filtre, c'est iptables, nom de la table, l'action, les critères et la cible. Exemple de règle, iptables, moins t filtre, moins a input par exemple, moins i eth0, moins j drop. Ça, c'est un exemple de règle. Ici, la table, moins t filtre, c'est la table. L'action, c'est moins a input, c'est ajouté dans la table input. Critère, par exemple, moins i eta0, c'est critère. Et la cible, c'est drop. Voyons maintenant comment on peut introduire les différents champs. Premier champ, c'est le champ table. Champ table, ce paramètre permet de définir sur quelle table la configuration va s'effectuer. Comme nous avons vu, il y a la table filtre, la table NAT et la table mangle. Pour spécifier la table, on utilise le paramètre -t. Donc -t a suivi du nom de la table NAT filtre mangle. Donc là, c'est pour spécifier la table concernant. Si aucune table n'est spécifiée, c'est la table filtre qui est utilisée. C'est la table filtre qui est utilisée par défaut. Exemple ici, iptables -t NAT -f, c'est -f, c'est flouche, c'est suppression de toutes les règles, de toutes les chaînes de la table filtre. Si j'écris par exemple iptables -t -f, là j'ai pas spécifié le nom de la table, mais c'est par défaut, c'est -t la table filtre. Donc pour spécifier la table, j'utilise le paramètre -t, suivi le nom de la table. Si je ne le spécifie pas, c'est la table filtre qui est considérée. L'action, ici, on va définir à iptable ce que l'on va faire. Par exemple, comme ce que nous avons vu, -f pour flouche, c'est suppression de toutes les règles prédéfinies dans la chaîne indiquée. Ou c'est aucune chaîne prédéfinie indiquée de toutes les règles prédéfinies de la table. Exemple, iptables -t filtre -f forward, c'est suppression de toutes les règles de la chaîne forward. Mais si la chaîne n'est pas spécifiée, exemple, si j'ai écrit iptables -t filtre, remarquez ici c'est en majuscule, -f, c'est l'ensemble des chaînes de la table filtre qui sont concernées. C'est-à-dire c'est suppression des règles de input, suppression des règles de output
et suppression des règles de forward. Remarquez, dans iptables, il faut faire la différence entre majuscule et minuscule. Ici, c'est majuscule. Filtre. Donc, iptables moins t filtre moins f forward, c'est suppression de toutes les règles de la chaîne forward de la table filtre. Ça, ce paramètre, on peut pas, on peut ne pas l'ajouter parce que c'est la table filtre qui est utilisée par défaut. Moins x, c'est comme moins f, c'est pour supprimer les chaînes utilisateurs. Par exemple, ici, iptables moins t nat moins x, c'est suppression des chaînes utilisateurs de la table nat. L'action moins a, c'est pour a, c'est append. Append, c'est ajouter. Exemple, c'est rajoute une nouvelle règle à la fin de la chaîne. Nom de chaîne peut être chaîne prédéfinie ou une chaîne utilisateur. Exemple ici, iptables moins a input moins LO moins j accept. C'est ajouter dans la chaîne input. J'ai règle 1 dans règle 1, règle 2 et règle n de la chaîne. Ici, c'est ajoute à la fin de la chaîne. Si j'écris cette règle, une règle est ajoutée à la fin. Cette règle-là, c'est accepter tout paquet qui entre au firewall par l'interface LO, l'interface de loopback. On va voir tout à l'heure comment on va spécifier des interfaces. Donc, pour ajouter une règle dans une chaîne, on spécifie uniquement moins A et input. Ou bien aussi, on peut ajouter I moins pour insert. Moins I pour insert. Insert, ça va ajouter au début des règles. Le paramètre moins D pour D, c'est pour delete, c'est suppression. Supprime la chaîne indiquée par numéro, la règle indiquée par numéro de règle. Exemple, iptables moins d output 5. Remarquez que quand je visualise mon firewall, pour voir le firewall, je tape la commande iptables moins L majuscule. Dans Output, j'ai l'ensemble, j'ai un certain nombre de règles et chaque règle porte un numéro. Celle-là, c'est la règle 1, la règle 2, 3, 4, 5, 6. Si j'utilise moins F, c'est suppression de toutes les règles, mais si je veux spécifier uniquement une règle, j'écris iptables moins D, nom de la chaîne et numéro de la règle. Maintenant, l'action. Bien toujours dans l'action, moins P. Moins P, c'est pour policy. Policy, c'est-à-dire la règle par défaut. C'est-à-dire, si j'ai un certain ensemble de règles dans une chaîne, règle 1, règle 2, jusqu'à règle n, si un paquet arrive et aucune règle ne s'applique ne satisfait les critères qui sont définis sur le paquet. À ce moment-là, c'est la politique par défaut qui est utilisée. Exemple, si je définis dans input, la politique par défaut a drop, alors tout paquet est refusé. Et si je veux autoriser un paquet, il suffit d'ajouter la règle qui permet d'autoriser ce paquet. Ça, c'est une protection qui est meilleure. C'est mettre une chaîne à drop, mettre la politique à drop et autoriser uniquement les paquets qu'on sollicite, qu'on souhaite autoriser. Si par exemple c'était accept, c'est accepter tout et empêcher uniquement les paquets qu'on souhaite refuser. Donc, ici, par exemple, ici, iptables moins t filtre moins p input drop, c'est-à-dire dans input, la politique par défaut qui est utilisée si aucune règle ne satisfait aux critères dans les règles. Maintenant, les critères. Les critères, nous avons dit que iptables, c'est un filtre
de paquets, c'est-à-dire les critères portent sur les valeurs de l'entête de paquets IP. Cette partie permet de définir sur quels critères les paquets IP la règle va s'appuyer afin de déterminer si oui ou non le paquet répond à la règle. On peut utiliser plusieurs critères en même temps afin d'affiner au mieux l'application de la règle. Exemple, pour spécifier l'interface, c'est ETH0 par exemple, ETH1, ETH2 et ainsi de suite. Là, je mets if config pour voir les interfaces. Pour spécifier une interface donnée, j'utilise la commande i. Exemple, iptims-a input, i ETH0, j accept. Ça veut dire quoi cette règle? C'est ajouter dans la chaîne input de la table filtre une règle qui accepte tout paquet qui entre par l'interface ETH0. Maintenant, tout paquet qui entre par ETH0 à destination du firewall est accepté. La même chose, I, c'est pour spécifier l'interface d'entrée, c'est input. Pour spécifier l'interface de sortie, c'est -o. Exemple, -o, c'est pour l'interface de sortie. Exemple, iptims -a output, -o ETH0, -j deny. Deny, c'est-à-dire ne pas ajouter dans la chaîne output de la table filtre une règle qui empêche tout sort de paquets par l'interface ETH0. Remarquez que O va avec output et I, elle va avec input. On ne peut pas utiliser I avec le output. C'est-à-dire si vous utilisez output et I ou bien input et O, un message d'erreur vous sera affiché. Maintenant, pour spécifier les adresses IP. Là, on peut spécifier une seule adresse IP. On peut spécifier des adresses IP. On peut spécifier une plage d'adresses IP. Ou bien on peut spécifier autre qu'une adresse IP, c'est-à-dire la négation de cette adresse, c'est-à-dire l'ensemble des adresses autres que ça. Pour spécifier une seule adresse, c'est pour -s pour adresse pour l'adresse. Donc là, définir l'adresse ou la plage d'adresse dont IP sont issus. Exemple, iptims-a input, -s. -s, c'est source. -s, c'est la source du paquet. Exemple ici, iptims-a input, -s 192.168.0.100, -j accept. C'est-à-dire accepter tout paquet dont l'adresse IP source est 192.168.0.100. Pour spécifier plusieurs adresses IP, dans le deuxième cas, iptims-a input, -s 192.168.0.100,192.168.0.101 et ainsi de suite. On sépare les adresses IP, on les sépare par des points. C'est-à-dire là, accepter tout paquet dans l'adresse IP source, c'est-à-dire qui provient de la machine 192.168.0.100 et les paquets qui proviennent de la machine 192.168.0.101. Pour spécifier une plage d'adresse, on peut utiliser cette notation d'adressage, c'est-à-dire un réseau avec le masque, ou bien la notation CSDR. Exemple ici, là, iptims-a input, -s, là je vais oublier pour le moment ce point d'exclamation, -s, 192.168.0.100.0, 255.255.255.0, c'est-à-dire à drop, c'est empêcher les paquets qui proviennent du réseau 192.168.100.255.255.255.0. Ou bien je peux utiliser cette notation, c'est la même chose. Pour spécifier des adresses autres qu'une adresse ou un nombre d'adresses ou une plage d'adresses, on utilise la négation avec le point d'exclamation. Exemple ici, iptims-a input, point d'exclamation,
moins S. Cette notation, c'est une notation qui est utilisée dans les systèmes anciens. Maintenant, la notation utilisée, c'est point d'exclamation espace moins S. Je spécifie l'adresse IP moins J drop, c'est-à-dire les adresses qui sont concernées, c'est les adresses IP autres que les adresses qui sont contenues dans cette plage. Donc, moins S, c'est pour spécifier l'adresse source. La même chose, moins petit d, c'est pour spécifier les adresses de destination. Exemple ici, IP-A forward, moins d, 10.0.0.0.0/255.0.0, moins J regex. Ça, c'est empêcher, c'est rejeter les paquets à destination du réseau 10.0.0.0. Cette règle-là, c'est une règle qui permet, par exemple, d'isoler un réseau sur une partie du réseau local. Exemple ici, j'ai mon firewall, j'ai un LAN 1, un LAN 2. Par exemple, si ce LAN c'est 10.0.0/8, pour empêcher tout paquet à destination du réseau là, c'est un transit de paquet, donc la chaîne qui va être utilisée, c'est la chaîne forward, et puis à forward, les paquets à destination de ce réseau là sont rejetés. Moins petit p, protocole. Remarquez que moins grand p, c'est pour la policy. Maintenant, pour spécifier le protocole, on utilise le paramètre moins petit p. Exemple, IP moins A input, moins p ICMP, moins J drop. Je rappelle le protocole ICMP, ce protocole, un protocole utilisé par exemple dans ping, pour empêcher par exemple un ping sur le firewall, sur la destination du firewall, IP moins A input, moins P, ICMP, moins J drop. Et à ce moment-là, aucune machine ne pourra faire du ping sur le firewall. Pour spécifier donc un protocole, on utilise le paramètre moins petit p. Moins export, pour spécifier un service ou bien un port, on utilise le paramètre moins export. Mais le paramètre moins export, il s'utilise toujours avec la spécification du protocole. On ne peut pas accéder directement à un port sans passer par le protocole. Donc là, on doit spécifier le protocole d'abord et le port. Exemple. Donc là, le paramètre moins export s'utilise toujours avec le paramètre -p. Cette option définit le port source dont est issu le paquet IP. Le paramètre port peut être un chiffre, exemple 80 pour l'HTTP, ou une suite de chiffres séparés par des virgules, par exemple 21 53 100, ou le nom de service. Exemple, si je veux par exemple empêcher les paquets qui proviennent du protocole HTTP, c'est-à-dire le port source c'est 80. Ou bien les accepter. Pour écrire une règle sur le port, IP-moins à input, je dois spécifier le protocole. Je sais que HTTP est sur TCP, donc je spécifie que c'est TCP, moins P TCP, moins export le numéro de port, moins J accepte. Dans certains systèmes, pour spécifier plusieurs ports, on utilise les numéros de port séparés par des virgules. Mais sur le système actuel, pour spécifier plusieurs ports, on utilise le module -match multiport et -export, et je spécifie le nombre de ports. Exemple ici, utilise -a input, -TCP, -match multiport, pour spécifier plusieurs ports, et export, et je donne les numéros de port -J accept. Pour la même chose, c'est la même chose que ce que nous avons dit pour les ports sources.
se dit aussi pour les ports de destination. Pour spécifier port destination, juste moins P, je spécifie le nom du port et moins des ports et je donne le numéro du port. Pour spécifier plusieurs ports, la même chose, moins match multiport, moins des ports. Ici, il manque un match multiport, moins des ports et je donne le numéro de port. La cible, comme nous avons dit, la cible c'est drop, reject, et pour faire drop, reject, accept, excusez-moi pour l'écriture parce que je garde la main levée. Pour spécifier la cible, moins J pour jump, sauter vers la cible, et je spécifie le nom de la cible. La cible, c'est accept, drop, reject, log, ulog, et ainsi de suite. Et dans l'atelier que je vais vous envoyer par mail, dans cet atelier, vous allez utiliser la commande iptables, le manuel man iptables, pour voir l'ensemble des paramètres et leur emploi et répondre aux questions de l'atelier. Donc, le premier atelier, c'est un atelier de familiarisation avec la commande iptables. Et vous devez utiliser le manuel de la commande. Le NAT pour Network Translation Adresse permet de faire une correspondance entre une adresse IP publique et une adresse IP privée. Là, nous avons plusieurs situations. Nous avons une adresse publique ici, publique, et nous avons une adresse publique et nous avons une adresse privée. Et là, ce qu'on souhaite, on peut souhaiter à ce qu'on utilise un NAT statique, c'est-à-dire correspondre une adresse, remplacer une adresse par une adresse. Ou bien des fois, on peut remplacer une adresse par l'adresse du firewall. Ou bien des fois, on peut remplacer plusieurs adresses par une seule du firewall. Ça, on va voir comment on pourra faire cette correspondance d'adresse. Le NAT pour Network Address Translation permet de faire une correspondance entre une adresse IP publique et une adresse IP privée et inversement. Le rôle du NAT, ça permet de cacher l'existence de certaines machines. Une machine dans le réseau local, on lui donne une adresse IP privée. Comme ça, cette machine ne pourra pas être directement attaquable. Et pour qu'elle soit accessible, on doit remplacer cette adresse privée par une adresse publique. C'est pour cacher les machines. Il existe deux types de NAT, c'est le NAT statique et le NAT dynamique. Le NAT statique permet de faire correspondre une adresse IP publique à une seule adresse privée, c'est-à-dire adresse publique par adresse privée, adresse publique, adresse privée, adresse publique, adresse privée. Le NAT dynamique permet de faire correspondre une seule adresse publique à plusieurs adresses privées, c'est-à-dire nous avons plusieurs adresses d'un réseau local et l'ensemble des machines vont sortir avec une seule adresse IP publique. C'est comme ce que vous avez dans votre ADSL chez vous. Chez vous, vous avez plusieurs machines à la maison et l'ensemble des machines ils sortent uniquement par une seule adresse IP publique. Exemple de NAT. Exemple, là j'ai mon réseau local, c'est mon réseau privé. Et là, j'ai l'extérieur. Et là, j'ai mon firewall qui a deux interfaces. Une interface TH1 reliée à l'extérieur d'adresse IP 140.77.13.2 et une interface ETH0 reliée au réseau privé 192 par exemple 168.0.0. Et là, j'ai une machine à l'intérieur de ce réseau 192.168.0.2. Pour cette machine ne pourra pas sortir directement avec cette adresse, ne peut pas traverser
le routeur parce que les adresses privées sont des adresses non routables, ne traversent pas les routeurs. Pour atteindre cette machine, on doit s'adresser à l'adresse IP 192.77.13.2 et c'est le routeur qui va changer cette adresse par l'adresse de la machine. Et inversement, si cette machine souhaite sortir du réseau, il ne pourra pas sortir avec son adresse, il doit sortir avec une adresse publique. Donc là, le routeur va modifier cette adresse privée par cette adresse publique. Exemple pour modification de la destination de paquets avant le routage. C'est-à-dire, avant le routage, on doit spécifier, on doit faire un changement d'adresse. On utilise la commande iptibs-t et la table qui va être utilisée, c'est la table NAT. -a, on doit ajouter avant le routage, c'est-à-dire c'est préroutine. Si le paquet est destiné à l'adresse 192 77-13-2, si le paquet est spécifié avec l'adresse de destination 140 77-13-2 et qui provient de l'interface H0, cette adresse va être changée par -to destination 192 168 02. C'est-à-dire cette adresse-là va être changée par cette adresse. C'est-à-dire là, si le paquet arrive de l'extérieur, elle arrive vers l'adresse IP 140 77 13.2. S'il arrive mais le paquet, elle est destiné à cette machine-là. Donc là, on doit changer cette adresse, on doit la changer par cette adresse avec cette commande. Et inversement, si un paquet émis du réseau local sollicite sortir du réseau, on doit changer l'adresse IP source. Et pour changer l'adresse IP source, on doit écrire la commande iptibs-tnat -s. Si le paquet est émis par la machine, le paquet à l'adresse IP source 192.168.02 qui souhaite sortir par l'interface ETH1, ce paquet va être naté, l'adresse source NAT va être natée -to-source 192 177 13.2. C'est-à-dire là, un paquet sortant par l'interface ETH1, le routeur doit changer cette adresse IP par l'adresse du firewall. Et là, nous avons plusieurs exemples. Par exemple ici, comment faire pour que le routeur puisse envoyer un paquet à l'adresse 192.167.13.2? La réponse, c'est qu'il faut modifier la destination du paquet émis localement avant le routage. On utilise pour cela la commande iptibs-tnat -a output -d140 77-13-2 -j tnat. C'est l'exemple que nous avons montré tout à l'heure. C'est changer cette adresse par cette adresse-là. Là, on peut associer, si on veut utiliser un NAT dynamique, c'est-à-dire dans le NAT dynamique, nous avons dit que plusieurs adresses doivent sortir par une seule. Pour associer à plusieurs adresses une seule adresse, je mets la commande iptibs-tnat -oeth1-s. Si l'adresse source de ce réseau-là, -j masquerade. Masquerade, ça veut dire que ça va les paquets ou bien ces adresses-là qui sortent par l'interface ETH1 vont être remplacées par l'adresse de l'interface ETH1 qui est ici 140.77.13.2. Un autre exemple, association entre toutes les adresses privées du sous-réseau avec l'interface ETH2 pour changer les adresses IP de ce réseau-là par cette adresse-là. Je spécifie ici qui sort par ETH2 -s, l'adresse source des adresses -j masquerade, et là, toutes ces adresses-là vont être changées par l'adresse de l'interface ETH2.
Et là, vous avez aussi un exemple qui permet aussi, on peut changer le protocole. Le protocole. Ça, par exemple, 80, c'est un protocole. 80, c'est le port de l'HTTP. Tout le monde sait que HTTP, c'est 80, mais on peut modifier cette valeur par une autre valeur afin de cacher notre serveur web. Et pour cela, pour changer un port, c'est ipts -t NAT moins A préroutine moins P TCP, parce que j'ai dit que si on veut spécifier les ports, il faut spécifier le protocole. Moins D à destination de, si l'adresse de destination est 140.77.13.2, moins D port 80 et le port c'est 80, moins S port c'est 1024 entre 1024 et moins JDNAT, c'est ce port-là va être changé par 80. Comme ça, un paquet à destination de 80 va être modifié sur le port 80. Donc, comme atelier, vous aurez, je vais vous distribuer une étude de cas que vous allez appliquer pour mettre en place une configuration de routeur pour un cas concret de réseau. Un cas concret, c'est quoi? C'est généralement une entreprise possède un firewall. Dans le firewall, j'ai une DMZ qui contient les réseaux publics. J'ai mon réseau LAN qui contient les machines du réseau. J'ai un réseau d'administration et j'ai le net. Et dans cet atelier que je vais vous envoyer par email, vous allez faire une configuration qui est majoritairement utilisée dans l'ensemble des configurations, la majorité des cas. Utilisation du contract. Le contract, c'est quoi? C'est le suivi de connexion. Le suivi de connexion est intéressant bien qu'il consomme un peu plus de ressources sur votre firewall. Son avantage est qu'il permet d'obtenir des informations sur les connexions en cours. Ces informations sont new, c'est-à-dire une nouvelle connexion est établie, c'est-à-dire un paquet provient d'une nouvelle connexion. Established, c'est-à-dire le paquet reçu, c'est un paquet qui est associé à une connexion déjà établie. Related, c'est la connexion est en relation avec une autre connexion, par exemple un FTP. Un FTP, nous avons un FTP sortant et un FTP entrant. Les paquets sont associés. Un paquet est en relation avec l'autre. Invalide, c'est-à-dire le paquet n'appartient à aucune des trois catégories précédentes. Et là, dans l'atelier, dans l'étude de cas que je vais vous envoyer, vous aurez des exemples d'utilisation du contract. Maintenant, lorsqu'on écrit des règles, je souhaite à sauvegarder mes règles parce que dans un firewall, j'écris un grand nombre de règles et la perte de ces règles va me obliger à refaire le travail qui demande des semaines. Chaque fois qu'on effectue des modifications sur un firewall, on doit obligatoirement faire une sauvegarde sur un fichier dans le disque. Un exemple de sauvegarde, je peux utiliser la commande eptips-save et là, je redirige la commande eptips-save et je redirige sur un fichier, un nom de fichier. Exemple firewall.rules, le fichier qui va contenir les règles du firewall sauvegardées. Et je peux restaurer ce fichier. Pour le restaurer, je peux utiliser la commande eptips-restore et je donne le nom et comme entrée, je lui donne le fichier de sauvegarde. Mais l'emploi le plus intéressant du firewall, c'est utiliser ces paramètres, c'est configurer le firewall pour pouvoir l'employer comme les services du réseau. Exemple, je peux utiliser etc/init.d et je spécifie un serveur, je crée mon service que je vais appeler firewall et que je peux employer avec
les avec stop, start et restart. Pour cela, pour mettre en place c'est-à-dire pour stopper le firewall, je tape /etc/ins.d/firewall et espace stop. Pour démarrer mon firewall, c'est /etc/ins.d/firewall /start. Et pour restarter, c'est-à-dire stopper et redémarrer mon firewall, je tape l'option restart. Et pour cela, j'ai besoin d'un fichier de stop du firewall que je peux appeler par exemple firewall-stop. Généralement, firewall-stop, c'est quoi? C'est stopper le firewall, c'est-à-dire remettre le firewall à zéro, c'est-à-dire raser le firewall, c'est-à-dire initialiser le firewall à vide. Starter le firewall, j'ai besoin d'un fichier que j'appelle firewall-start. Dans ce fichier, j'ai l'ensemble des règles de mon firewall. Et restart, pour restarter le firewall, c'est j'appelle le fichier stop et ensuite le fichier start. Maintenant, il suffit d'écrire le fichier firewall-stop, firewall-start et un script pour firewall-restart. Pour firewall-stop, comme j'ai dit, le fichier firewall-stop, c'est un fichier qui vide mon firewall. Et pour le vider, comme j'ai dit, iptise-f, iptise-x, et je peux mettre aussi les policies à accept. Comme ça, j'ai initialisé mon firewall. Et dans le firewall-start, je vais écrire l'ensemble des règles que j'ai établies dans chacune des tables. J'écris l'ensemble des chaînes et je donne le droit d'exécution, ou là je change le droit, je donne le droit d'exécution à ces fichiers. Par exemple, ici, chmod plus x, j'ajoute le droit d'exécution à firewall start et j'ajoute le droit d'exécution à firewall-stop. Et comme ça, si je tape /etc/firewall stop, je vais trouver que si je consulte mon firewall, je vais trouver qu'il est vidé. Et si je tape la commande /etc/firewall-start, je vais trouver mes règles qui sont rétablies dans mon firewall. Là, maintenant, j'ai uniquement écrit les scripts de start et de stop. Maintenant, j'écris mon script du firewall. Le script de firewall, c'est quoi? C'est le script que je vais appeler avec le paramètre stop, start ou bien restart. Maintenant, je vais utiliser un case. Case, si le paramètre /etc/ins.d/firewall, je vais lui donner un paramètre. Par exemple, /etc/init.d/firewall, et je donne le paramètre. Paramètre, c'est $1. Et je vais tester sur $1. Est-ce que $1 égale stop? Si égale stop, je vais appeler /firewall stop. Si start, je vais appeler le fichier ou bien le script firewall-start. Et pour restart, je vais appeler firewall-stop suivi du firewall-start. Et le script à utiliser, stop par exemple, je déclare une fonction stop parce que la firewall stop est utilisé plusieurs fois. Stop, c'est /etc/firewall-stop. Maintenant, qu'est-ce $1? $1, c'est le premier paramètre de script firewall. Dans le cas où $1 égale start, j'appelle le fichier, le script /etc/firewall start. Quand $1 égale à stop, j'appelle la fonction stop. Quand c'est restart, j'appelle stop, puis start et exact. Case $1 in et je termine par exact. Et je rends ce fichier, je lui ajoute le droit d'exécution. Et maintenant, mon script, il est utilisé avec les options stop, start et restart. Donc, comme j'ai dit, j'ajoute le droit d'exécution et
Euh, et je peux lancer maintenant mon firewall avec ces paramètres. Pour créer des liens permettant de démarrer automatiquement le script de démarrage, j'utilise la commande update-rc.t firewall default. Et maintenant, mon firewall va démarrer au démarrage. Donc, dans l'étude de cas, vous allez trouver, euh, en répondant aux questions, vous allez établir vos configurations dans un fichier firewall à utiliser avec stop, start et restart. Et comme atelier, c'est configurer, c'est la mise en place d'un firewall avec pfSense. pfSense, c'est un système complet qui permet de mettre un serveur comme firewall. C'est-à-dire on installe une image pfSense sur euh, un serveur. Et vous allez remarquer en étudiant iptables, vous allez remarquer que la configuration de pfSense devient très facile. Parce que pfSense, c'est quoi? C'est juste une interface graphique qui vous facilite la saisie des commandes. Au lieu de saisir des commandes comme iptables, ici, vous avez une interface graphique qui va vous faciliter la tâche. Et je vous souhaite bon courage.